Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Parlons-en, bien entendu sur le média de la diversité Diaspora Interaction. Actuellement, le Québec vit beaucoup de turbulences au niveau politique. Je fais allusion bien sûr aux élections provinciales. Et comme vous le savez, on a 4 partis qui se déchirent la volatilité des électeurs. On a le Québec solidaire, on a le nouveau Parti démocratique du Québec, on a aussi le Parti libéral du Québec, on a Coalition Avenir Québec. Et est-ce que j'en oublie? Je pense que ça, ce sont les partis qui qui vont sûrement être en compétition le 1er octobre. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'un des candidats qui se présente dans le comté de Jean Talon, et il est au Québec depuis très longtemps, après avoir bien sûr fait ses marques. Il est agent immobilier, il est le président des RPTC, regroupement des propriétaires de taxis de la capitale, et aujourd'hui il se lance enfin dans l'arène politique. Il s'appelle tout simplement Hamid Nadi, et nous allons pouvoir comme ça découvrir qui il est vraiment et pourquoi la politique. Bonjour monsieur Hamid. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons vraiment le privilège de vous recevoir et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, nos spectateurs souhaiteraient savoir qui est vraiment Hamid Nadi, quelle est sa trajectoire et comment il se retrouve dans les bottes d'un futur homme politique. Eh bien, pour commencer, pour mon cursus scolaire, j'ai fini mes études universitaires à l'Université Laval en 2007 en tant que PhD dans des sujets de travail en tant que chimiste dans les valorisations des déchets industriels des usines de pâte à papier. J'ai travaillé pendant 7 ans dans les laboratoires du gouvernement. Et après un certain moment, je n'étais pas satisfait des résultats monétaires qui découlent de ça. Alors j'ai décidé d'être autonome. Je me suis engagé dans une autre formation qui est le courtage immobilier. Et je suis dans cette fonction depuis 4 ans. Et en tant qu'investisseur, je laisse jamais mon argent dans la banque. Donc je me suis investi dans le domaine de transport et j'ai acheté plusieurs taxis, évidemment, avec le complément de la banque, évidemment. Et avec le temps, dans le terrain, j'ai remarqué que les compagnies existantes, ils n'arrivent pas à se défendre convenablement. Donc, j'ai formé un syndicat avec plusieurs collègues, dans lequel je suis le président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Donc, j'ai plaidoyé la cause de taxis contre le transport illégal et spécifiquement Uber à l'époque, parce que le gouvernement, il a mal géré le dossier et c'est pour ça qu'il est en train de nous indemniser. Il a déclenché une enveloppe de 250 millions de dollars pour indemniser les gens dans la dévaluation des permis à cause de sa mauvaise gestion. Et avec ça, j'ai compris, après avoir plaidoyé avec le ministre de Transport, Robert Poitiers, et le deuxième, Jacques Daoud, etc., j'ai compris que le changement de beaucoup de choses, ça se passe au niveau du Parlement. La fabrication des lois et les modifications et l'évolution de la loi, ça se passe au niveau du Parlement. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de postes ministériels occupés par des gens qui ne sont pas au courant de la réalité de pas mal de dossiers. Alors, j'ai décidé de m'embarquer et de mettre ma main dans la pâte. Et le timing, il était là avec ces élections. Wow. Avec un très bon parcours, comme vous le dites, vous êtes un homme d'affaires très aguerri. Alors, en tant qu'homme d'affaires qui se jette dans l'arène politique, vous avez choisi le NPD. Pourquoi? Très bonne question. Le NPD, pourquoi? C'est la gauche, des gens qui défendent les travailleurs et la masse moyenne. Et ce qui m'a intéressé surtout dans ce parti, certaines particularités dans la manière de viser certains dossiers, et en plus parce que c'est de la gauche non souverainiste.
Ça, c'est un point très important à signaler, ce qui fait notre différence. Et c'était un besoin dans le terrain parce qu'il y a d'autres partis de gauche, mais il y a beaucoup de gens dans la souche de population, ils sont gênés par la notion de souveraineté. Ils se retrouvent pas dedans, et ça depuis 1995, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, c'était un besoin répété dans la rue, de la nécessité d'existence d'un parti de gauche qui n'est pas souverainiste, et nous sommes là pour combler ce besoin. Parlant de besoin, vous allez vous présenter à Jean Talon. Vu que vous serez dans ce comté, vu que vous vivez dans ce comté, quelles sont les réalités de ce comté que vous allez combattre dès que vous pourrez être élu? Quelles sont les premières choses que vous allez faire? Les réalités de ce comté, c'est que il y a beaucoup d'immigrants dans ce coin, ou bien dans ce comté, et le grand problème qui existe pour la souche des immigrants, c'est que des gens qui ont un niveau de diplomatie très élevé, et ils ont été sélectionnés grâce à leur qualification, mais lorsqu'ils arrivent ici à Québec, ils sont toujours confrontés à une réalité c'était pas prévisible, toujours choqués par l'expérience québécoise, alors que c'était pas le cas lors de leur sélection. Donc c'est quand même, dans le fond, il y a un bras de force qui se joue en cachette, d'une façon non visible, entre la perspective de voir l'immigration à l'échelle fédérale et à l'échelle provinciale. Les besoins entre le provincial et la manière de travailler à l'échelle fédérale, ils ne sont pas en collaboration et en compatibilité de fonctionnement, ce qui crée des victimes dans le terrain, et en plus ce qui crée un vide flagrant dans le terrain de point de vue besoin. Ok, vous êtes en train de parler donc des migrations, ça faisait partie de mes points, de mes questions. J'aimerais qu'on entre plus en détail. Quelles seront les stratégies que vous comptez éventuellement mettre sur pied pour pouvoir faciliter la rétention des immigrants à Québec et leur intégration dans le monde professionnel? Nous visons à régler ce problème à plusieurs niveaux, à travers tous les axes que nous exposons comme plateforme de notre engagement politique. Au niveau de la scolarité, par exemple, nous réclamons que pour les gens qui sont déjà ici, la gratuité scolaire à partir de la garderie jusqu'à l'université. Et ce qui va favoriser les immigrants dans ça, parce que ça c'est pour les gens qui sont déjà dans le terrain et pour tous les Québécois, pour les immigrants, nous demandons l'élimination des frais de la majoration qui sont exigés aux immigrants. C'est un entrave et c'est un handicap parce qu'ils payent presque 4 fois le prix par rapport à un Québécois ordinaire de souche au niveau de l'université et d'autres secteurs d'enseignement. Donc, nous voulons travailler pour éliminer ça. Donc, ça va faciliter l'intégration. Dans le côté santé, évidemment, nous voulons que les soins dentaires et les soins des yeux font partie de la carte de maladie universelle, parce qu'ils font partie de ton corps. C'est inconcevable qu'ils ne seront pas intégrés dans le besoin global. Parce que si tu as une partie de ton corps qui n'est pas bien, ça va se transmettre aux autres voisinages, donc c'est lié. Donc on voit que c'est inconcevable, donc ça va aider non seulement les Québécois, mais même les immigrants qui arrivent. Et lorsque tu as des citoyens en bonne santé, tu as une société en bonne santé. Côté travail, nous voulons que le salaire minimal soit à $15 pour tout le monde. Aussi, nous souhaitons déjà au niveau du travail, si vous le savez, au niveau de la loi, et il y a ce qu'on appelle le pourcentage minimal exigé par la loi pour la minorité visible. Et la minorité visible, la majorité, c'est des étrangers. Il y a la loi de 5%. Beaucoup d'organismes qui ne concrétisent pas ce 5%. Donc nous voulons mettre l'accent pour que chaque organisme ou bien chaque établissement doit concrétiser l'engagement de 5% de la minorité visible, ça d'une part, et d'autre part, nous voulons ouvrir le bassin des travailleurs d'engagement, vu que le besoin il est énorme. Donc pour faciliter l'intégration, nous voulons ouvrir le bassin, c'est-à-dire
casser le bras de force des ordres, des règles qui sont imposées par les ordres dans les différentes fonctions. Quelqu'un qui est un médecin qui arrive du Chili ou qui arrive de France ou de l'Espagne, s'il a le droit d'exercer dans d'autres pays à l'échelle internationale, et il a déjà donné preuve, je pense que le haut négatif des Québécois, il ne diffère pas des hauts négatifs d'un autre pays ou bien de France, et surtout qu'ils sont des cousins d'origine. Okay. Écoutez, sur cette belle réponse, on va prendre une pause et on va revenir pour la suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petit Commerce Sale. Avec quelqu'un de très engagé. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent bien sûr dans cette entrevue avec Hamid Nadi qui est candidat NPDQ dans Jean Talon, et on parle toujours politique, on parle toujours des élections provinciales. Et maintenant j'aimerais demander à notre invité quelle est la stratégie politique que vous comptez mettre sur pied pour contrer le décrochage scolaire. Parmi les méthodes exigées pour contrecarrer ça, le décrochage scolaire, parce que les causes de décrochage scolaire sont multiples. De temps en temps, les parents qui ne sont pas capables de suivre les exigences, donc c'est pour ça que nous demandons que la scolarité soit gratuite de la garderie jusqu'à l'université. On ne veut pas que l'entrave financière soit une cause pour brimer ou bien pour défavoriser les facultés existantes ou bien les gens qui sont capables d'y aller loin. Et beaucoup de cerveaux, ils n'arrivent pas parce qu'il faut qu'ils soient nourris. Pour que les cellules nerveuses fonctionnent, il faut qu'elles soient alimentées. Si beaucoup de gens ne s'en vont pas à l'école, parce qu'ils devront vivre avant tout, ils devront exister. C'est pour ça, dans notre programme, nous exigeons dans le chapitre socio-économique un revenu minimal à tous les citoyens, quel que soit leur statut. Riches, pauvres, ils travaillent, ils ne travaillent pas, il a un minimum qui assure sa dignité d'existence, et comme ça, s'il veut faire des études, il n'a pas besoin de penser à son alimentation. Et comme ça, ça peut participer énormément pour éviter l'échec scolaire. Et ça, c'est un pas qui a été déjà pris par certains pays scandinaves, et ça a donné leur efficacité dans le terrain. Donc ça, c'est comme moyen. Vous avez étudié bien la faisabilité de ça, c'est vraiment faisable? Oui. C'est logique, c'est faisable, et c'est lié, il faut l'avoir dans sa globalité, parce que les gens qui ne sont pas habitués à ça, qui ont peur du changement, toujours lorsque tu parles de ça, ils te disent « où tu vas amener l'argent ?» Mais je vais amener l'argent, c'est de la rente nationale, je vais la donner à des consommateurs, et ces consommateurs, ils vont payer les taxes. Et en plus de ça, lorsque le revenu s'augmente, donc la taxe augmente, donc il y a un retour, même cet argent, elle va retourner d'une autre façon ou d'une autre à la caisse nationale. Donc c'est un tout. Mais sauf que ça aide les gens qui ont besoin de ce minimum à démarrer dans leur vie quotidienne vers les destinations souhaitées. Ah. Là, on parlait du revenu minimum souhaité. J'aimerais aussi qu'on parle un tout petit peu du fléau qui gangrène actuellement le monde, à savoir l'environnemental, le fléau environnemental. Le problème qu'on rencontre actuellement avec l'environnement. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour ça? Oui, le chapitre écologique, ou bien on appelle ça la transition écologique. Comme vous le savez, on ne peut pas passer d'un système à un autre comme ça en cliquant le doigt, ou que ce soit. Il faut toujours des étapes intermédiaires. Et sur le bon cheminement de ces étapes intermédiaires, c'est ça qui va assurer la pérennité des destinations qu'on vise à la fin. Et parmi les étapes intermédiaires ou bien la transition énergétique que nous envisageons, que nous proposons dans nos programmes, la subvention, de doubler la subvention octroyée par le gouvernement vis-à-vis des voitures hybrides, parce qu'actuellement ils ne sont pas démocratisés, ils sont très chers. Actuellement, le gouvernement il donne une subvention de 8 000. Nous, on a proposé que cette subvention puisse être augmentée jusqu'à 16 000. Et comme ça, la différence restante, c'est l'équivalent d'une voiture ordinaire toute neuve.
Comme nous encourageons aussi le retour des subventions pour les voitures hybrides. Parce que les voitures hybrides, ça consomme 50% du fuel par rapport aux voitures ordinaires. Donc, avant d'arriver à la démocratisation totale des voitures électriques, nous voulons que le gouvernement continue à encourager par des subventions qui étaient déjà octroyées, mais qui sont arrêtées actuellement, vis-à-vis des voitures hybrides aussi, parce que ça diminue 50% de la consommation des fuels qui contaminent l'entourage quotidiennement. Donc vous êtes pour une société saine et verte. On essaie de converger à ça. Comme on le sait, il faut toujours passer par des étapes intermédiaires. Et je vais embrayer sur ça. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes engagé dans le taxi. Vous êtes un président et on aimerait savoir dans ce côté vert au niveau taxi. On sait que les taxis sont les véhicules qui roulent beaucoup et donc qui engagent aussi beaucoup de cet problème écosystème. Comment vous comptez aussi donc contribuer à travers vos sociétés de taxis? Eh ben, c'est pour ça, actuellement, dans presque plus de 50% du parking de ces véhicules dans ce domaine, ils sont tous des hybrides. Les véhicules électriques ici à Québec, je pense il y en a une ou deux, pas plus, parce qu'ils sont très chers et ils ne sont pas très rentables actuellement, parce que même le système, il n'a pas assez de bornes partout. Il y a le grand entrave, c'est la capacité de kilométrage d'indépendance qui joue beaucoup dans ce sens, tandis que les voitures hybrides, ils ont la même capacité d'indépendance de kilométrage par rapport aux voitures ordinaires, puisqu'il peut switcher entre les deux. Et on a les chiffres quotidiennement, et chaque semaine j'ai les chiffres devant moi. 50% du fuel, elle est minimisée avec les voitures hybrides. Donc c'est énorme, que ce soit de point de vue coût ou bien de point de vue écologie. Bon, on va parler un peu avec l'homme d'affaires. Comment expliquez-vous ce phénomène de départ ou de fuite de main-d'œuvre qui partent du Québec pour l'Ouest? Donc, qu'on le veuille ou non, les bons discours ne font pas les bonnes intégrations. On a beau à dire que nous sommes des accueillants, soyez les bienvenus, mais les amourettes, ça ne remplit pas les estomacs. Il faut de la nourriture, et ça ne guérit pas les maladies, il faut les médicaments. Donc si l'argent n'est pas là, tu as beau à chanter ce que tu veux, c'est ça qui va gérer ton quotidien. Donc, comme on vient de le dire, il y a un problème d'intégration énorme, c'est que les gens ils sont confrontés à une réalité lorsqu'ils arrivent ici. La majorité des immigrants ils sont surqualifiés lorsqu'ils arrivent ici, donc il est confronté à cette réalité. Donc, s'il ne trouve pas de travail, il est obligé d'y aller à d'autres coins où il est bien accueilli et il peut s'intégrer plus facilement. Donc, l'ordre joue un grand obstacle. La majorité des ordres jouent un grand obstacle dans l'employabilité de ces gens et je pense que n'importe quel futur gouvernement, il a intérêt, s'il veut régler le problème d'employabilité, d'avoir le courage de confronter les ordres et de frapper à ce niveau. Parfait. Donc, maintenant que nous avons quand même parcouru la plupart de nos questions qui sont loin d'être exhaustives, je veux juste, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui aimeraient, que ce soit des personnes issues de l'immigration ou pas, qui aimeraient vraiment se lancer en affaires? Les premiers conseils qu'on donne aux gens, avant de s'engager dans cette voie pour se lancer en affaires, il faut cibler les secteurs porteurs qui sont trop demandés et avec lesquels la personne elle est très à l'aise. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans n'importe quel sens. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel vous êtes très à l'aise et que c'est un secteur porteur et qui est admissible par les systèmes bancaires pour que tu puisses avoir la subvention ou bien l'apport bancaire, parce que c'est pas tous les secteurs qui sont porteurs. Il y a des secteurs qui sont porteurs pendant un certain nombre d'années, puis les banques ne s'engagent plus.
comme le problème qui vient d'être créé par le gouvernement, par exemple, dans le domaine de transport, les banques qui s'engagent dans le monde du taxi parce que c'était un secteur porteur, mais depuis que le gouvernement il a mal géré le dossier, il a provoqué la dévaluation des permis, donc les banques ne s'engagent plus. Donc c'est un secteur qui n'est pas à encourager pour la période actuelle, et c'est pour ça que le gouvernement, pour compenser la dévaluation du permis, il a déclenché 250 millions de remboursements à ses propriétaires qui étaient victimes de la mauvaise gestion du gouvernement à ce dossier. Et il y avait 2 ministres qui étaient limogés parce qu'ils ont eu l'audace de dire la vérité à leur premier ministre. Et voilà le conseil qu'on donne. Il faut viser les secteurs porteurs et être sûr que au moment où tu te lances, que le secteur que tu veux travailler, il est toujours porteur et il n'est pas entravé par des parasites de situations de décisions politiques provisoires. Super. Donc, maintenant que nous sommes à la fin de notre entrevue, j'aimerais que vous vous adressiez à votre électorat, que vous leur dites un dernier mot. La chose la plus importante de dire qu'il faut toujours essayer autrement, c'est notre slogan, pour le secteur de santé qui vit une crise énorme dans le Québec. Il faut voir ce qui se passe dans l'autre monde pour qu'on puisse briser la force de l'ordre qui bloque le déblocus de la situation. Et je pense passer la médecine de la manière qui est entamée actuellement, traiter la maladie à l'étape de guérir mieux que prévoir mieux que de guérir. Parce que dans d'autres pays, on travaille dans la prévention. On n'attend pas que la maladie se présente, puis on la traite. On essaye de voir les causes qui mènent à cette maladie pour l'empêcher d'apparaître. La même chose à l'échelle économique, la même chose à l'échelle du décrochage scolaire, ainsi de suite. Parce que le système, globalement, il est en train de traiter les maladies des situations et pas de travailler dans la prévention. Donc, ça, c'est l'idée. C'est pour ça notre slogan dans ça, ou bien mon slogan dans cette période électorale, prévoir mieux que de guérir. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez écouté, on a pris quelques minutes pour découvrir monsieur Hamid Nadi. On a pu comprendre ses motivations, on a pu comprendre à travers lui beaucoup de points intéressants du NPDQ. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller et de voter. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité sur Parlons-en. Merci d'avoir écouté et à plus tard.